Damien qui nous dit merci beaucoup pour ta réponse, c'est un plaisir. Merci Sean pour toutes tes réponses. Dark Sloan, c'est un plaisir. Toujours chouette d'échanger avec vous. Aurais-tu le titre du papier, s'il te plaît? Alors oui, je peux te le retrouver. Je peux te le retrouver parce qu'il est inclus dans les ressources du protocole 41, dans les documents supplémentaires qui listent les différentes études que j'ai pu lire. Voilà, ressources d'apprentissage. Attention, accroche-toi, ça s'appelle, on va y arriver, on est où? Voilà, c'est Casado et Al en 2023. Casado, C-A-S-A-D-O. Et le titre, c'est Does Lactate Guided Threshold Interval Training within a High Volume, Low Intensity Approach represent the next step in the evolution of distance running training in the International Journal of Environmental Research? Tu sais quoi? Je vais même te copier le lien, si j'arrive à le copier depuis ce document. Donne-moi quelques instants et je vais le poster dans le chat. Je crois pouvoir poster dans le chat, moi directement. Je vais même sélectionner tout ça et puis je vais te le mettre dans le chat. Parce que je suis super sympa quand même. Toute blague à part, moi, si tu le vois, normalement, j'ai posté l'étude et le lien vers l'étude. Donc voilà, si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas. Gianni, je me pose cette question depuis un moment. La fiche de calcul de vitesse critique sur la formation comprend les domaines. Est-elle juste? Car les valeurs me paraissent très, très élevées. Les domaines vont être si tes efforts en course à pied ou c'est vitesse critique? Ouais, vitesse critique, donc course à pied. Si tes efforts de 1200 et 3600 mètres ont bien été effectués, c'est-à-dire que tu as bien géré ces efforts et tu as pu extraire tout ton potentiel de ces efforts, le deuxième seuil, la vitesse critique, va être une bonne indication de ta transition domaine élevé, domaine sévère. Mais pour les mêmes raisons que j'ai énoncées tout à l'heure par rapport à des pourcentages de puissance critique pour les zones, la transition domaine modéré, domaine élevé ne va pas être exacte. Ce sera une estimation. Et donc, non, elle ne sera pas juste. Et il te faut une mesure physiologique pour pouvoir bénéficier de l'utilisation de cette approche. C'est notamment une des raisons pour lesquelles j'ai lancé la formation protocole 41, parce que ça te permet justement de déterminer ce premier seuil, chose que tu ne peux pas faire avec d'autres moyens d'estimation, on va dire. Voilà, sur les slides du séminaire, il y a les pourcentages d'allure en fonction de la vitesse critique, mais ces valeurs me paraissent quasiment impossibles à tenir. Encore une fois, c'est des estimations, c'est pas des pourcentages exacts. Et donc, ça reste une faiblesse d'imposer des pourcentages. Idéalement, tu travailles, encore une fois, performance, physiologie et perception. Donc, tu regardes les watts, tu regardes vitesse critique, tu regardes ton allure, tu regardes tu regardes ton lactate, par exemple, ta réponse de lactatémie sur un effort donné, comme le fait Niels van der Poel. D'ailleurs, va lire le manuel de Niels van der Poel si tu veux en apprendre plus là-dessus. Il détaille comment il autorégule ses entraînements par rapport à la fréquence cardiaque et à la lactatémie, donc c'est très intéressant. Et ta mesure de perception de l'effort. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire la part des choses entre ces différents éléments. J'espère que j'étais clair là-dessus. Voyons voir ce qui se passe. Je suis toujours live. Dis-moi si je suis toujours live parce que j'ai eu un petit message d'erreur dans le chat, mais je ne sais pas si... normalement, c'est tout bon parce que j'ai l'heure qui tourne, j'ai les yeux et tout, donc ça devrait être bon. Mais s'il y a un souci, merci de me faire signe dans les commentaires. Tac. Donc ça, c'est bon. Damien qui nous dit « Merci beaucoup, je vais pouvoir bien étudier celui-ci. » Ouais, absolument. Va étudier celui-ci et va étudier... Toujours live, merci les gars, merci Léon, merci Gianni. Oui, va étudier ce papier et va étudier le manuel d'entraînement de Niels van der Poel aussi, qui est très très révélateur et très très intéressant. Que pouvez-vous nous dire sur la dégradation du corps sur les courses de demi-fond? Ouf, ça c'est pas mon sujet, ça c'est le sujet de Max. Max, si tu es là, mon ami, je sais que tu avais quelque chose à faire ce soir, mais tu es quand même passé dire bonjour et je t'en remercie. Si tu regardes la rediff, Max, je ne sais pas si tu auras le temps de le faire,
Que pouvons-nous dire de la dégradation du corps sur les courses de demi-fond? C'est la question à laquelle tu dois répondre parce que moi, je ne suis pas calé pour répondre à cette question. Donc, j'espère que Max pourra te fournir une réponse. Si tu ne sais pas qui est Max, va suivre Max sur Instagram. Je vais me permettre de mettre sa page Insta dans les commentaires YouTube. Donc, si tu es sur YouTube, tu vas pouvoir trouver le lien du compte de Max. Va suivre Max, va lui poser la question. J'espère qu'il en fera une jour lui-même. Ça pourrait être sympa. Donc, voilà pour ma réponse à la question de Hugo. On continue. Baptiste, GHD. Comment améliorer fondamentalement ma capacité respiratoire pendant l'effort, mon cardio et ma résistance à l'effort? Avez-vous un programme avec ces orientations? Capacité respiratoire, le programme dont j'ai parlé avant sur l'entraînement respiratoire me semble intéressant pour toi à ce niveau-là. Ton cardio et ta résistance à l'effort, là, je te dirais, ça va se passer avec la prog Bike Erg Endure qui, oui, est disponible et te permet de développer ton endurance, ta récupération, ta capacité de travail, peu importe ta discipline sportive. Donc oui, certes, ça se fait sur un bike erg, mais tu n'es pas obligé de le faire sur un bike erg et tu n'es pas obligé d'être dans une salle de CrossFit pour faire ce programme. C'est vraiment du travail de condition physique générale, en fait. C'est du conditionnement général. Endurance fondamentale, intensité tempo, intensité seuil, un petit peu de travail zone 5, mais c'est du bas de zone 5, c'est long et ça fait mal. En fin de progression. Et donc, si c'est ce que tu recherches, je te conseille donc cette dernière, Biker Endure, pour ces efforts-là. Et encore une fois, le programme d'entraînement respiratoire, d'introduction à l'entraînement respiratoire avec le Breathe Way Better, que je te conseille pour tout ce qui est respiratoire. Je te rappelle que pour le lancement de la formation Protocole 41, il n'y a que les 20 premiers qui vont pouvoir bénéficier de cette offre de lancement. Le prix augmente ensuite à 449. Donc, si tu es intéressé par cette formation, n'attends pas. On a déjà plus de la moitié des inscrits sur la formation. Et également pour les personnes qui s'inscrivent dans la première semaine, tu auras accès jeudi prochain, jeudi soir à 19h, donc même heure, même endroit. Mais cette fois-ci, ce sera exclusivement pour les membres fondateurs de la formation Protocole 41. Et je ferai un question-réponse tel que celui-ci, mais pour la formation en elle-même, pour répondre à toutes tes questions en direct et pouvoir t'orienter si tu as besoin de détails sur comment fonctionne la formation, qu'est-ce que tu vas pouvoir en tirer. Ou des détails d'application concrètes pour toi, je te conseille de t'inscrire maintenant ou dans cette première semaine pour en bénéficier. Avançons donc. Il y a Max qui est là. Merci Sean, je t'écoute en préparant le repas, je réponds volontiers demain. Génial. Qu'est-ce que tu nous cuisines, Max? Ça, c'est ce qui m'intéresse. Ça, c'est la question du jour pour moi. À toi, Max. Qu'est-ce que tu cuisines? Dis-nous ce que tu nous fais pour ce soir. En tout cas, merci de passer ce petit moment avec nous ici et je me réjouis de voir ta réponse demain. Peut-être le début des pensées du jour de Max sur Instagram. Qui sait? Qui sait? On ne sait jamais. Pierre, comment intégrer au mieux la musculation pour un pur cycliste sans pénaliser les séances de haute intensité? Besoin de fraîcheur musculaire pour soutenir les efforts supérieurs à LT2. Je suis réceptif à la musculation. J'ai envie de faire 2 fois 30 minutes de muscu-jambes semaine en préparation et réduire à une séance plus légère si compétition le week-end. Exercice que je cible, squat, fente, soulevé de terre. Pour le compétiteur en endurance, il faut conserver toutes les sorties vélo. Une séance basse intensité sera toujours plus utile quand on n'a pas trop de temps. Volume moyen 8 heures par semaine. Merci Sean, un régal de te suivre tout en pédalant sur Home Trainer. Tu animes bon nombre de mes séances, à plus. Écoute, merci Pierre, c'est chouette de pouvoir passer ces petits moments avec toi quand tu es sur la bécane. Donc merci beaucoup. Les spécialistes là-dessus, c'est Rémi Rivet qui a sorti une formation sur le sujet, si je ne me trompe pas. Mathieu Lambert qui a de bonnes informations là-dessus. Carole Ispi, qui a certainement déjà évoqué le sujet, soit sur sa newsletter, soit sur ses contenus gratuits sur Instagram. Donc, je te conseille de te diriger vers ces personnes-là pour des conseils un peu plus spécifiques par rapport à ta question. Mais ce que tu m'as énoncé là me semble tout à fait cohérent comme approche. Je ferai autant du bilatéral que du unilatéral pour simplement cocher les cases et ce sera des mouvements qui seront complémentaires, autant sur les mouvements de squat, autant sur les mouvements de type pivot, type soulevé de terre, donc un Romanian deadlift avec les pieds un petit peu devant l'autre,
pour mettre l'accent sur la jambe avant, par exemple. C'est des exercices que j'aime bien. Un, ça veut dire que tu utilises moins de charge. Deux, ça veut dire que tu as vraiment un focus unilatéral. Pour changer, alors, je ne te dis pas de pas de faire de soulevé de terre, hein. Alors, lève convenablement et ne lève pas plus que ce que tu devrais faire ou pourrais faire. On s'entend bien, mais varie un petit peu. Bilatéral et unilatéral, je pense que les deux seront bénéfiques pour ta préparation physique générale en vélo. Léon, une autre petite question. J'ai les mollets qui sont courbaturés après chaque séance de course à pied que je fais chaque semaine. Penses-tu que ça vient d'une mauvaise technique de course? Ha ha ha, Max, si tu nous entends, tu peux me dire ce que tu nous fais à manger et tu peux répondre à la question. Mais d'après ce que je comprends, c'est pas. Est-ce que tu peux mal courir et avoir mal au mollet? Oui. Est-ce qu'il y a un lien causal entre ta potentielle mauvaise technique de course et tes courbatures au mollet? Je ne pense pas. Est-ce que tu cours un petit peu trop par rapport à ce que tes mollets peuvent tolérer à l'heure actuelle? Je le pense. Indice de confiance 70-80%. Mais Max, si tu as des précisions là-dessus, je te laisse répondre dans les commentaires. Raphaël, pour calculer le seuil avec OBLA, qui est l'abréviation pour Onset of Blood Lactate Accumulation. Donc, c'est le moment où l'accumulation de lactate commence à survenir. Sur XPhySlab, par exemple, est-ce que tu sais quel calcul est fait pour avoir les seuils avec OBLA? Alors, oui, je le sais. Alors, de tête comme ça, je le sais plus. Comme ça, je le sais plus, mais je vais me rendre rapidement sur mon site, upsidestrength.com. D'ailleurs, je vais faire même mieux que ça. Je vais t'y emmener avec moi en partageant mon écran. Normalement, je dois pouvoir partager une de mes fenêtres. Si je sélectionne la bonne fenêtre, je devrais pouvoir te montrer ma page de blog. Alors voilà, merci de m'avoir dit que vous ne m'entendiez plus. Je suis de retour. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu partager mon écran et qu'ensuite ma tête prenait toute la place de l'écran et que du coup, j'ai enlevé ma tête en espérant que ça ne compromette pas le son. Donc, je reviens en arrière et je recommence ma réponse comme je l'avais dit, mais je l'avais dit à moi-même. Donc, pour ce qui est du calcul des seuils, va voir ce blog que j'ai écrit qui complémente la formation Protocole 41 et qui détaille comment ces seuils sont mesurés ou calculés. Je ne me rappelle plus encore une fois de tête exactement comment celui-ci fonctionne, le Obla, mais je te conseille d'aller voir ça sur le blog, lien dans le chat. Pierre Bess, salut Pierre, j'espère que tu es en forme, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Y aurait-il un potentiel avantage de développement endurance récupération du haut du corps, développement capillaire ciblé ou pas? Laisse-moi te répondre avec une question en toute amitié. Pourquoi est-ce que tu penses que les nageurs, les ex-nageurs de haut niveau, ont une endurance musculaire du haut du corps sur notamment les mouvements gymniques en CrossFit, pour ceux qui ont transitionné dans le CrossFit, qui est extrêmement importante? Donc ça, c'est ma réponse. Non, ça c'était ma question pour rigoler un petit peu. Mais en gros, c'est pour illustrer le propos, hein, c'est que, eh ben oui, absolument. D'ailleurs, je pense qu'un vélo à bras peut être une modalité extrêmement simple de développer ces qualités-là, sans devoir apprendre à nager très très bien pour bénéficier de la natation et de ne pas te plomber avec ces entraînements-là. Alors, va nager, hein, si tu veux nager, si tu aimes nager, si tu sais nager ou tu comptes apprendre à nager, va nager, c'est clair. Mais sinon, du vélo à bras, ça peut être intéressant. Après, ce qui est difficile, c'est que tu ne peux pas les trouver partout. J'avais un petit projet de créer un vélo à bras avec des modifications sur un bike erg. C'est toujours en cours. Ça fait un moment que je n'ai pas touché le projet, malheureusement, mais j'ai pas mal de choses à gérer. Donc voilà, j'essaye de faire la part des choses. Mais quoi qu'il arrive, je pense que oui, il y a absolument un avantage de développement d'endurance et de récupération sur le haut du corps. Absolument. Pierre Basqui revient. Si dans le futur, une marque comme Concept 2 aurait l'idée de sortir un modèle de winch, tu m'as devancé, avec le moniteur PM5, penses-tu que ça pourrait être une bonne alternative pour des sessions de zone 2? J'ai déjà répondu, absolument. On est complètement aligné, Pierre. Comme je t'ai dit, pour la petite histoire, donc une chose que j'ai notée parce que j'ai la chance de bosser avec deux athlètes de SailGP. SailGP, c'est des grands malades. Ils font du bateau volant. Je crois que c'est l'équipe de France qui a le record de vitesse sur une course de l'année dernière. Ils étaient à 99 km/h, 99 km/h sur l'eau en volant. Et ben, pour effectuer toutes les manœuvres et les manipulations, ils ont des vélos à bras, des winches.
Et je travaille avec des équipiers ou deux de la team CLGP Suisse, Julien et Jérémy, deux machines de guerre, deux super bonhommes qui font du vélo à bras et donc font plus de watts avec leurs bras que le commun des mortels avec leurs jambes. ne font, et, et j'irais même jusqu'à dire qu'ils ils poussent plus de watts avec leurs bras que la plupart des compétiteurs des compétiteurs en CrossFit que j'ai pu tester ne font avec leurs jambes. Et ça s'étendrait même à une partie des cyclistes que j'ai pu tester. C'est vraiment des machines de guerre, ces deux. Et donc, je comprends la configuration idéale d'un winch ou d'un vélo à bras. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé deux pédales de chez Concept 2. Je les ai fait rallonger par un machiniste parce que j'ai fait rajouter 7 cm, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai deux pédales qui sont dans le salon, qui font 7 cm de trop. Parce que au final, quand tu fais la modification de l'appareil, tu le mets debout, tu enlèves tout le bras arrière avec le siège. Et il faut juste que je crée une pièce qui va prendre la place de ce siège, si tu me suis encore, ou des trous qui tiennent la pièce du siège en place sur le Bike Air Concept 2. Imagine encore une fois que le Bike Air est debout, tu l'as fait pivoter sur son devant, et il est maintenant debout. Il n'a plus la chaise parce que tu as enlevé cette partie-là. Tu mets une pièce qui te permet de mettre le PM5 et à peu de choses près, tu as un winch. Il faut encore que je crée la plateforme qui va aller dessous. Une fois que c'est fait, on a un vélo à bras. Donc je pense que oui, véritablement, c'est une option. Et Pierre qui dit ensuite, ma première question commence juste au-dessus, Sean. Oui, oui, je l'ai vu, merci. Désolé, j'ai plusieurs morceaux. T'excuses pas, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi ce soir. Encore, bonjour Sean, penses-tu qu'un travail de zone 2... Ah voilà, ok, d'accord, j'avais pas vu celle-là. Penses-tu qu'un travail de zone 2 sur winch peut être l'équivalent pour le haut du corps d'un travail sur bike rack pour le bas du corps? Donc normalement, je t'ai répondu. Ah voilà, ok, d'accord. J'étais descendu trop bas, trop vite. J'avais pas vu tes questions. Gianni, périostites, comment gérer les périostites? Ben oui, pareil. C'est Max l'expert. On en parle dans bloc 0 et on en parle dans bloc 1. Beaucoup d'exercices de renforcement complémentaires qui sont organisés autour de ces idées-là pour éviter, excuse-moi, pour éviter justement les périostites, les soucis voilà, surutilisation de ces différentes structures. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc Pierre, je t'ai répondu sur le winch, le fait que ce soit deux mouvements cycliques, flux sanguin constant, qui en comparaison aux autres ergos ont l'air moins techniques. Je ne suis pas sûr pour le winch. Ben, t'es vraiment dans le mille, Pierre, tu es vraiment dans le mille, ta réflexion, elle est en tout cas complètement alignée avec la mienne. C'est un mouvement qui n'est pas technique, c'est un mouvement qui est cyclique, c'est un mouvement qui est continu, c'est un mouvement qui est simple à mettre en place. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, je pense. Je pense que ça peut être très, très intéressant d'inclure ce genre de travail, surtout pour des rugbyman, des combattants, des compétiteurs en CrossFit, tous ces sports qui vont bénéficier d'avoir une endurance non seulement du bas du corps, hein, mais également du haut du corps qui est conséquente. Ça va vraiment les aider dans tout ce qu'ils font. Si tu as des questions, que tu participes au live, déjà, un, merci de participer au live. Deux, si tu n'es pas sur ce live et que tu écoutes la rediffusion, merci d'écouter la rediffusion. Si tu es sur Spotify, laisse-moi 5 étoiles. Si tu es sur Apple Podcast, merci de prendre le temps de me laisser 5 étoiles. Si tu es sur YouTube, merci de prendre le temps de me laisser un like et un commentaire. Et même si tu veux aller un cran plus loin et soutenir mon travail, va partager cet enregistrement avec quelqu'un dans ton réseau qui pourrait en bénéficier. Merci d'avance. Jérémy, que penses-tu des masques training qui améliorent soi-disant ta condition? J'ai répondu tout à l'heure, même différents noms, même outil que les masques d'altitude entre guillemets. Mike, salut Sean, je me demandais s'il était intéressant de faire un entraînement de zone 2 sur bike pendant longtemps, 2, 3 à 4 heures d'affilée, voire un marathon, bref, le plus longtemps possible, tant que l'on arrive à rester dans cette zone 2. Encore merci pour tout le travail et le savoir que tu partages. Petit cœur, merci à toi, Mike. Je vais poster un reel sur mon Instagram, alors ce sera en anglais, mais je le poste prochainement sur ce sujet de la durée et de la durée comme bras de levier, comme surcharge que l'on peut imposer ou comme paramètre que l'on peut manipuler avec un objectif de surcharge progressive ou de stimulus tout simplement. Donc oui, est-ce que tu peux faire des séances très longues? Oui. Est-ce que tout le monde devrait faire des séances très longues? Non.
Je m'explique. Si à l'heure actuelle, tu peux encore progresser avec 4 fois 20 minutes ou 4 fois 30 minutes de basse intensité dans la semaine, continue à progresser comme cela. Et ne te précipite pas à venir faire des sorties de 4 heures alors que tu progresses encore en ayant fait 4 fois 20 minutes dans la semaine. Et essaye de prolonger ces adaptations et ne pas t'empresser de rajouter plus, plus, plus. Tu grilles les étapes au final. La meilleure analogie que j'ai, c'est celle de Sam Laidlow, un triathlète français, le meilleur triathlète français actuellement. D'ailleurs, il a gagné son événement le week-end dernier. Il fait deuxième à Kona, à Hawaï, au championnat du monde en Ironman l'année dernière, entre les Norvégiens. Et le contraste entre son approche à l'entraînement actuel et celle des Norvégiens, alors il y a leur âge qui diffère et tu comprendras pourquoi ça c'est important. Mais il y a une grosse différence. Une grosse différence. J'ai eu la chance de travailler avec Sam, d'aller travailler avec lui et collaborer avec d'autres coachs à la fin du mois de mars dans les Pyrénées, chez lui, avec son père Richard, son frère Jake et sa maman Michelle. Merci d'ailleurs à toute la famille pour leur superbe accueil. C'était vraiment une chouette, chouette semaine. Et ce qui était très apparent, c'est que l'année dernière, il progressait encore avec 20, 21, 22 heures d'entraînement par semaine. Et donc, il a continué à faire ça. Il a continué à progresser. Et cette année, maintenant, il est à 23, 24 heures par semaine. L'année prochaine, il sera à 25, 26 heures. Et l'année d'après, il sera peut-être un petit peu plus haut. Mais il ne se précipite juste parce qu'il a le temps. Il pourrait faire 35 heures d'entraînement par semaine la semaine prochaine. Il pourrait le faire. La question, c'est est-ce qu'il grille des cartouches qu'il aurait pu utiliser plus tard et dont il n'a pas besoin maintenant. Donc c'est là où j'inciterai à la caution et à ne pas se précipiter à rajouter du volume et de la durée juste parce qu'on peut. Non, ne le fais pas juste parce que tu peux, fais-le parce que tu en as besoin comme moyen de stimulus supplémentaire. C'est là où ça va être le plus intéressant. Ensuite, je reviens sur le chat. Gianni, à quand l'ouverture du Upside Conditioning System? Très bonne question. C'est un travail qui est pour l'instant un petit peu en arrière-plan, simplement parce que l'idée de ce Upside Conditioning System, c'est en gros tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant et condensé de manière à pouvoir réfléchir et évoluer dans plusieurs disciplines sportives. Mais c'est encore quelque chose qui est en développement et en maturation et qui n'est donc pas encore complètement formé et complètement prêt. Mais c'est quelque chose que je souhaite créer à l'avenir, que je vais créer à l'avenir, parce que je pense que d'avoir un petit peu à l'image d'un livre qui te donne la perspective détaillée d'une personne sur un sujet ou sur une catégorie de sujets, je pense que mon intention avec cette dernière formation serait justement de pouvoir te passer tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai dans la tête et tout ce que j'ai pu mettre en application afin que tu puisses comprendre ma pensée globale sur différentes questions, notamment autour de l'entraînement, de l'endurance et autres. Non, il ne sera pas en présentiel. Il sera en ligne. Cela étant dit, je suis toujours friand de travailler en présentiel avec les gens. Donc, j'ai déjà fait on va dire la version entre les deux, qui n'est pas le Upside Conditioning System avec absolument tout ce que j'ai appris et tout ce que tu peux mettre en place, mais qui est le niveau en dessous, on va dire, que j'ai appelé Upside Intensive. Donc, c'est un week-end intensif, c'est 2 jours, minimum 3 participants, maximum 4 participants. Et l'idée, c'est sur un week-end, explorer tous ces sujets. Alors ça, je l'ai fait en général de manière assez customisée selon les personnes qui sont là, qui sont présentes, dans le sens où je veux répondre à tes demandes. Donc si j'ai 4 coachs de CrossFit, je vais orienter toutes les discussions du week-end là-dessus. Si j'ai 4 kinés qui travaillent avec des sportifs en endurance et qui veulent en apprendre plus là-dessus, je vais axer tout le week-end là-dessus. Donc le Upside Intensive, ça reste quelque chose qui est assez modulable. Et si tu es intéressé par ce genre d'événement en présentiel, je veux un Upside Intensive. Tout ce qu'il te faut te trouver, c'est en tout cas 2 autres personnes qui seraient intéressées à passer un week-end à apprendre en petit comité. Donc, c'est clair que le prix, c'est pas le même que pour un séminaire où j'ai 20, 30 personnes. Ça va être plus coûteux que cela. Mais n'hésite pas à m'envoyer un petit WhatsApp ou un petit email pour me relancer là-dessus. Et encore une fois que tu as trouvé 2 ou 3 personnes,
Gianni qui utilise les commentaires à très très bon escient. Une fois que tu as trouvé deux ou trois personnes, eh ben, on n'a plus qu'à planifier 2 jours, idéalement sur un week-end, et puis c'est parti. Donc voilà, Gianni, à toi de jouer, trouve 2 personnes ou trois, et on peut effectuer ce week-end de formation intensive. Prochaine question, Mathieu. Bonjour Sean, je suis amateur en course à pied, je m'entraîne beaucoup en zone 2, 4, 5 sur un modèle polarisé 80-20. Je voulais savoir si je dois intégrer de la zone 3, endurance active, allure semi-marathon, marathon, ou je dois totalement l'éviter. Je pense que c'est une grave erreur, et je mets un point d'honneur à mettre une grande pause. Je pense que c'est une grave erreur d'éviter de s'entraîner dans des zones. Il n'y a pas de zone où tu ne devrais pas t'entraîner ou que tu devrais éviter. Cela dit, est-ce qu'il y a des zones que tu devrais éviter ou qui ne sont peut-être, plutôt que de les éviter, la question c'est, euh, non, alors je vais faire je vais faire une couche de plus sur le cake. Est-ce qu'il y a certaines zones que tu devrais éviter à certains moments de l'année? Non. Par contre, est-ce qu'il y a certaines zones qui vont t'apporter plus à certains moments de l'année que d'autres? Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste la réflexion inverse, c'est pas est-ce que je dois l'éviter, c'est de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai besoin. Et invariablement, par élimination, si tu fais A, ben, tu vas pas pouvoir faire B parce que tu peux pas tout faire en même temps. Donc c'est là où je dirigerai la réflexion. À quel moment de l'année tu as besoin de quoi? À quel moment de l'année tu as besoin de 4, 5? À quel moment de l'année tu as besoin de 3, 4? À quel moment de l'année tu as besoin de 6, 7? Et organiser ta planification en fonction de ces besoins, en fonction de ton calendrier compétitif, en fonction de ta discipline sportive, en fonction de tes forces et de tes faiblesses. C'est comme ça que j'opérerai. Gianni, merci encore pour ton intérêt sur le sujet des formations présentielles. On continue, 20h30, on est toujours là, 1h30 de questions et réponses, ça fait plaisir. Et à dire qu'il m'en reste encore dire qu'il m'en reste encore une vingtaine. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire ce soir, mais en tout cas, on va s'y atteler. Julien, le travail en zone 2 est-il pertinent à utiliser dans une planification, peu importe le sport, et en particulier pour le football? Peu importe le sport, oui. Absolument. Donc, le travail de zone 2, basse intensité, je pense qu'il peut être bénéfique dans tous les sports. Dans certains sports plus que d'autres, pour certaines personnes et à certains moments de l'année, dans des quantités plus importantes que d'autres. Donc, il faut faire la part des choses. Hein. Je ne te dis pas que le footeux doit aller faire 25 heures de zone 2 comme un cycliste professionnel. Ce n'est pas le but. Est-ce que le footballeur qui est déficient en endurance, qui a de la peine à finir les matchs, etc., qui ne récupère pas bien de ses entraînements, peut bénéficier de travail de basse intensité sur une certaine période pour améliorer ces qualités-là et du coup rendre la qualité de ses autres entraînements plus importante? Absolument, absolument. Voilà. Alex M, encore une question. Salut, dans le cas d'un entraînement zone 2, vaut-il mieux faire 2 heures par jour, 1 heure par jour, 3 fois par semaine ou 1 heure par jour, 5 jours par semaine? Actuellement, je teste la première méthode, 2 heures par jour, 1 jour sur 2. Pour le moment, je sens moins de fatigue avec le 1 jour sur 2. Sur ce plan, je trouve ça plus agréable. Mais sur le plan physio, je souhaite savoir s'il y a une différence notable au niveau des résultats et quantité de travail équivalent. Sinon, peux-tu m'expliquer pourquoi? Je te remercie 1000 fois pour ta réponse. Une excellente continuation à toi aussi, Alex. J'ai répondu tout à l'heure avec cette idée de durée et le fait que l'outil de la durée pour appliquer une surcharge est un outil intéressant, mais il faut l'utiliser au bon moment et pour les bonnes raisons. Et donc, si tu t'entraînes 5 heures par semaine à l'heure actuelle, je te dirais que même mieux que celle que tu as citée en haut ici, une de 2 heures. Et donc, on a dit quoi? 5 heures par semaine. Une sortie de 2 heures à 2 heures et demie, si tu arrives à l'assimiler à l'heure actuelle. Et à partir d'une heure, attention à ta nutrition. Comment il s'appelle? Cédric. Cédric de la chaîne Les Watts a fait une super vidéo récemment sur l'alimentation lors d'une de ses sorties. Je pense que ce qu'il préconise, c'est très très cohérent. Et donc, si tu fais des séances de plus d'une heure, peu importe la nature de la séance, alimente-toi en conséquence, s'il te plaît. S'il te plaît. Ta récupération sera meilleure, tes résultats seront meilleurs aussi. D'accord? Alimente-toi, s'il te plaît, durant les séances qui font plus d'une heure. C'est important. Donc là, on est sur une sortie de 2 heures et demie, 2 heures et demie, et ensuite 2 fois 1 heure, 1 fois une demi-heure, par exemple. OK? Je pense que ce serait mieux de le faire comme ça et de seulement progresser tes séances en durée
quand tu en as véritablement besoin, quand tu sens que ce que tu faisais avant, ce n'est plus suffisant pour progresser et que tu dois appliquer une surcharge au niveau de cette durée pour continuer à développer ce paramètre de durabilité, de résistance à la fatigue, qualité qui est extrêmement importante, notamment en cyclisme, mais pas seulement. Je te rappelle, petite interlude commercial, c'est moi qui fais mon propre commercial, parce qu'il faut bien que quelqu'un vende quelque chose pour faire tourner la maison. Je te rappelle que je lance ma formation Protocole 41, profilage de lactate par Upside Strength ce soir. Cette formation qui est maintenant accessible depuis 1 heure et demie, donc elle vient d'ouvrir. Et c'est une formation qui te permet avec bien sûr un investissement nécessaire au niveau du matériel pour ces tests de lactatémie, c'est une formation qui te permet de faire ta propre évaluation au lactate en course à pied, en rameur, en bike. Je te conseille bien sûr le bike et la course à pied pour commencer. Et j'espère que tu rames bien si tu décides de faire un profilage sur le rameur. Utiliser ensuite ce profil métabolique pour déterminer des zones d'entraînement individuelles sur la base de cette physiologie, de ta physiologie, pour du coup individualiser tes intensités d'entraînement, pour ensuite t'aider à prendre de meilleures décisions quant à l'organisation de tes entraînements, que ce soit en termes de distribution d'intensité ou priorité de développement, et également de quantifier ton développement métabolique dans le temps au fur et à mesure que les choses avancent. Donc, si tu es intéressé par toutes ces idées-là, tu peux utiliser le code QR qui est sur l'écran. Si tu n'es pas si tu ne regardes pas, pardon, et que tu écoutes en audio uniquement, rends-toi sur upsidestrengthacademy.com et tu retrouveras la formation Protocole 41 qui te permet de faire tout ce que j'ai cité avant et bien plus. Et même si la formation ne t'intéresse pas, je t'informe qu'il y a près de 2 heures de vidéos en accès libre sur la page de la formation, des vidéos que tu ne trouveras pas nécessairement ailleurs. Donc, je t'encourage néanmoins à aller voir cette page et à aller regarder les vidéos parce que c'est gratuit et donc ça ne te coûte rien. Va regarder ces vidéos. Gianni qui continue cette chouette conversation qu'on a depuis le début du chat. Je porte de l'attention à ce genre de formation en présentiel, vu qu'en 1 an de BPGEPS, on ne nous parle même pas d'endurance fondamentale. Je rigole, mais c'est un petit peu triste. Surtout à l'âge où la plupart des gens sont sédentaires, les gens ne bougent pas assez, et le meilleur moyen d'ajouter de l'activité physique pour des gens qui sont hors de forme, c'est juste d'aller marcher. La marche, pour quelqu'un qui est hors de forme, c'est de l'endurance fondamentale. Tes 10 000 pas par jour, ça fait 1 heure et demie d'activité physique. Si tu as un job qui est sédentaire et que tu ne fais pas, en tout cas, 1 heure et demie d'activité physique par jour, ça n'a pas besoin d'être dur. Est-ce que ça devrait être dur de temps en temps? Est-ce que ça peut être dur de temps en temps? Absolument, absolument. Et ça te sera bénéfique, bien entendu. Mais est-ce que ça a besoin d'être dur tout le temps? Absolument pas. Absolument pas. Tu peux avoir d'énormes bénéfices de simplement bouger, de simplement être actif. Et donc, va faire tes 10 000 pas par jour. C'est le meilleur conseil que je puisse donner à quiconque, parce que même ça va t'aider. Même si on ne parle pas de performance sportive, alors même si on parle de performance sportive, aller marcher 1 heure par jour, 1 heure et demie par jour, ça va t'aider. Est-ce que c'est nécessairement 1 heure et demie d'un coup, ou est-ce que tu peux partager ça en 2-3 fois? Partage ça en 2-3 fois. Et quand tu sens que ça va bien, ou de temps en temps, tu fais une sortie complète d'1 heure et demie, par exemple. Mais c'est quelque chose de très, très important. Très, très important, autant au niveau santé qu'au niveau performance. Et donc, ça me chagrine que ce ne soit pas des sujets qui sont traités en priorité et en détail dans les formations type BPJEPS. Ou alors, peut-être que c'est bien pour moi, parce qu'on commence à me demander à aller enseigner ces sujets dans les différents corps de formation, ce qui est un honneur, honnêtement, le fait de pouvoir être à côté de formateurs qui font ça depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, et de pouvoir aider la continuation de la transmission d'informations. C'est vraiment une chouette expérience que j'ai pu faire à Mâcon avec Sylvain, que je vais peut-être pouvoir faire à Lyon prochainement avec Didier et ses classes, que j'aurai certainement l'opportunité de faire dans d'autres centres de formation. J'ai certainement une petite collaboration qui arrive ici en Suisse, pas très loin de chez nous, qui va être très très sympa sur ces différents sujets. Enfin bref, c'est un plaisir de pouvoir enseigner, de pouvoir échanger, de pouvoir transmettre, et j'espère que je peux continuer à le faire. Gianni qui nous dit les gens ne comprennent pas que juste se déplacer en vélo à la place d'une trottinette électrique peut être bénéfique pour la santé. Je te rejoins.
À 100%, c'est un combat à maintenir, comme tu le dis. Petite question, comment ferais-tu pour établir un profil force-vitesse chez un athlète d'aviron afin de voir ensuite si celui-ci manque de force ou de vitesse? Je prends un petit peu d'eau avant de répondre. Euh, Très intéressant. Je ne savais pas tu pouvais faire un profil force-vitesse en aviron. Euh, J'aimerais bien en entendre plus. Ça, c'est la première chose. Après, est-ce que tu parles de profil de puissance, puissance record? Parce que ben là, oui, ils font un sprint, par exemple, avec 10 coups, je crois. 10 coups pour le maximum de watts. 3 minutes, 12 minutes. Ça, c'est des choses qui étaient faites notamment en équipe suisse, qui sont, je crois, encore faites en équipe suisse d'aviron, où ils font en gros un test de puissance critique. Ils font un 3 minutes, ils font un 12 minutes, ils font un sprint max, et ils font également un 2000 mètres qui va tomber en général autour des 6 minutes pour ces gars-là, en dessous des 6 minutes. Du coup, avoir un beau nuage d'informations à utiliser sur ce graphique qui serait composé de la durée sur l'abscisse et des watts sur l'ordonnée. Je crois que c'est comme ça que ça se fait. Mes profils force-vitesse à proprement parler, comme tu le ferais en sprint, je ne sais pas si c'est aussi intéressant que ça, parce que contrairement au sprint, qui lui va pouvoir être programmé de manière individuelle et spécifique, entre autres avec un profil force-vitesse, je ne vois pas où le mouvement d'aviron pourrait être quantifié de cette même manière. Romain, j'aimerais améliorer mes capacités respiratoires en vue d'une ascension d'un 4000 mètres. Mont Blanc, bravo à toi, c'est super cool. Quelle formation me conseilles-tu? Alors, je te conseille, vu que tu me le demandes, je ne me prive pas de te le recommander. Je te conseille mon programme d'entraînement qui s'appelle Entraînement respiratoire, introduction avec Breathe Way Better. C'est un programme d'entraînement respiratoire qui te nécessite le ballon. Donc, il faut que tu investisses dans un petit peu de matériel. Le ballon coûte 150 francs. Je suis affilié avec Breatheway, avec Isocapnic qui fournit le ballon Breatheway Better. Donc, ça, il faut le mettre en avant. C'est un produit que j'aime beaucoup, que j'apprécie tout particulièrement. C'est des gens aussi que j'apprécie tout particulièrement. J'ai eu la chance de rencontrer Luc et Andrew en présentiel quand j'ai travaillé avec Sam Laidlow dans le sud de la France il y a de ça un mois maintenant. C'est des gars en or. Ils sont vraiment au top et l'outil de travail qu'ils ont créé est vraiment génial. Donc, il te faut l'outil et ensuite, il te faut le programme. Est-ce que tu peux faire le programme sans l'outil? Non. Est-ce que tu peux utiliser l'outil sans le programme? Oui. Donc, si tu ne veux pas faire les deux ou ne peux pas faire les deux ou choisis de ne pas faire les deux pour une raison ou une autre, tu peux te débrouiller avec. Je te donne simplement des bases de départ pour comment l'utiliser. Donc, voilà, Romain, pour ce que tu peux utiliser comme entraînement respiratoire pour t'aider, t'assister à ta préparation pour cette ascension. Gianni, oui, c'est bien pour toi. N'hésite pas à intervenir. J'aurais beaucoup apprécié avoir une intervention de ce type. Merci beaucoup et je me réjouis d'en faire d'autres à l'avenir. As-tu des conseils pour s'instruire sur le profil force-vitesse? Ma chaîne YouTube, il y a 2 ans et demi en arrière. Je ne rigole même pas. C'est des choses avec lesquelles j'ai travaillé un petit peu, avec quelques personnes et quelques rugbyman avec qui je travaillais. Faire le profil force-vitesse en sprint, c'est très très intéressant. Et il faut une application qui coûte 10 francs, donc c'est pas très cher, qui avait été créée notamment par, comment ose-je oublier son nom? Un grand monsieur français du sprint. C'est pas possible. Ça va m'embêter. Il va falloir que j'aille chercher. Comment s'appelait son application? Ils ont fait One Jump. Ah oui, c'est MySprint. Et Sprint App. Et le monsieur s'appelle. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Comment il s'appelle le monsieur qui a créé MySprint? Ça m'embête un petit peu d'avoir oublié son nom. J'aimerais bien le retrouver. Mais ouais, j'ai j'ai des vidéos sur ce sujet. Je vais t'en mettre. Je n'ai pas trouvé celle en français, mais je te colle celle en anglais dans le chat. JB Morin, merci les gars. Merci Ben, du coup, qui m'a. Tu m'as sauvé la vie. JB Morin, que j'ai reçu sur le podcast il y a un petit moment de ça. D'ailleurs, je vais te mettre également le lien de notre interaction si j'arrive à le retrouver. JB Morin podcast. Si j'arrive à le retrouver, non, je n'arrive pas. Non, je n'arrive pas. J'ai pas bien fait mon référencement pour cette vidéo. Normalement, je devrais l'avoir. Upside Strength. Tu as trouvé cette vidéo?
Allez, allez. Voilà, JB Morin. Force vitesse. Oh, j'avais rien sur le visage, j'avais pas de poil au menton dans cette vidéo. Donc, si tu veux écouter un podcast sur le sprint, les profils force vitesse, l'application pratique et le coaching, et que tu veux voir Sean sans poil au menton, tu peux aller cliquer sur le lien que je t'ai posté dans le chat. Quentin, quel est l'impact de l'oxyde nitrique dans la performance et comment améliorer son effet impact? Très très intéressant. Il y a Evan Pycon qui a posté quelque chose récemment là-dessus. Il m'a envoyé un papier que j'ai pas encore lu, donc j'ai pas beaucoup de réponses très techniques. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est un facteur vasodilatoire très très important et qui a certaines personnes qui mettent en avant le fait que on considère la respiration humaine ou le corps humain de manière générale à être un environnement à deux gaz, O2, CO2, oxygène, dioxyde de carbone, et qu'il devrait plutôt être un système à trois gaz avec l'oxyde nitrique jouant une part importante ou un rôle important dans l'interaction entre ces deux autres molécules. Donc, d'après ce que je comprends, c'est une molécule très très importante, un sujet très très intéressant qui a été assez peu étudié jusqu'ici et qui demande à être investigué. Il y a l'outil du NOx qui sort bientôt, qui est le produit de l'entreprise pour laquelle travaille Evan Pycron depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Et je pense que ça va être très très intéressant de pouvoir quantifier ces valeurs d'oxyde nitrique en temps réel. Je vais me procurer une ou deux unités quand elle sera disponible. Et je ferai bien sûr des tests sur la chaîne pour te montrer comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire. Et je vais creuser le sujet bientôt. Donc ça, je me plongerai dedans, mais j'ai pas encore tous les détails. En tout cas, un sujet à garder sur ton radar parce que je pense qu'il est très très intéressant. Euh, Jack nous dit, quelle est pour toi la meilleure méthode pour travailler sur des efforts longs tout en gardant un pace élevé? Exemple 21.1 plus 23.2 CrossFit Open. Merci. C'est des efforts de type seuil en fait. C'est des efforts de type seuil. Alors tempo dans un premier temps, seuil ensuite, et ensuite du travail un peu plus spécifique sur ce domaine temporel du 15 à 20 minutes. Je pense que pour des efforts tels que ceux-ci, il n'y a pas vraiment mieux comme entraînement. Et en passant beaucoup de temps, alors d'abord en zone 2, puis ensuite en zone 3 et 4, dans les bonnes proportions et au bon moment et pour les bonnes raisons, c'est là où tu vas avoir le plus gros impact possible. D'ailleurs, shameless plug pour mon programme, donc euh, promo pour mon programme Biker Endure qui en gros opère exactement dans ces domaines temporels-là ou dans ces intensités-là. Zone 2, zone 3, zone 4, c'est en gros là que le programme fait son effet. C'est une des raisons pour lesquelles il y a autant d'effets positifs de ce programme chez notamment les crossfitters, surtout quand on parle de résistance à la fatigue, de pouvoir tenir un rythme plus élevé pendant plus longtemps. C'est vraiment ces intensités basses et intermédiaires. Donc, domaine modéré dans le vert, domaine élevé dans le jaune, jaune-orange. C'est vraiment là où la magie va se faire. On continue. Rehab Performance Center qui nous dit bonjour, merci pour ton contenu qui est très intéressant. Je te sollicite pour te demander si tu considères que le crossover point dans l'utilisation des substrats est toujours d'actualité pour expliquer l'oxydation de ces derniers lors d'un effort. Non, je ne le pense pas. Aussi, penses-tu que les études menées sur le HIIT qui démontrent que l'on brûle autant des graisses dans le HIIT que dans un entraînement de type aérobie résident dans l'utilisation post-effort le plus accrue après un exercice de haute intensité? Ça, c'est une bonne question. Je ne pense pas, mais je ne suis pas sûr. Ce serait ma réponse. Alors déjà, ce serait en tout cas pas que tu brûles plus de graisse ou autant de graisse qu'à basse intensité durant l'effort. Ça, je suis 95% de certitude là-dessus. Indice de confiance 95 sur ce paramètre-là, parce que même 98, 99, honnêtement. Parce que au final, la manière dont je comprends la bioénergétique à l'heure actuelle, c'est que l'oxydation des graisses est la conséquence d'une sous-activation de la glycolyse à une intensité donnée. Je m'explique. Plus tu as de mitochondries, plus tu as de surface d'échange entre le cytosol de la cellule, là où survient la glycolyse, la dégradation des sucres en lactate,
plus tu as de mitochondries, plus ta surface d'échange entre le cytosol de la cellule et l'intérieur de la mitochondrie est importante. Et donc, c'est un peu comme si tu avais plus de portes, en fait. Tu as plus de portes, donc tu peux faire passer plus de monde entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment par unité de temps. D'accord? Et donc, ton bâtiment, c'est ta mitochondrie. Et plus tu as de portes, et plus de gens peuvent rentrer par unité de temps. Et donc, l'ADP qui est généré par l'utilisation de l'ATP va pouvoir être recyclé rapidement par la mitochondrie si tu as plus de portes, pour faire simple. Et plus tu as de portes, et plus tu recycles cette ADP rapidement, et plus ton ratio ATP-ADP reste haut dans la cellule pour une certaine quantité de consommation d'oxygène. Et au final, cet ADP, c'est un des facteurs qui active la glycolyse. L'ADP, en gros, c'est ce qui te reste une fois que tu as dégradé ton ATP, mais c'est aussi, de manière très intéressante, une molécule de signalisation pour la glycolyse. Et donc, si tu as moins d'ADP qui s'accumule du fait que tu as plus de mitochondries, tu as ensuite moins de glycolyse qui est activée du fait d'avoir moins d'ADP. Et cette sous-activation de la glycolyse, pour une intensité donnée, va engendrer l'utilisation des graisses. Si tu es intéressé par ce sujet, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube, donc va regarder la vidéo là-dessus. C'est un sujet que j'ai creusé parce que je ne comprenais pas comment le corps faisait la part entre l'utilisation des sucres, l'utilisation des graisses, mais il s'avère que c'est la réponse à laquelle j'ai trouvé. Est-ce qu'elle est juste ou pas? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, je sais que je comprends en tout cas à l'heure actuelle que c'est comme ça que l'on partitionne les substrats énergétiques, notamment entre les sucres et les graisses, et donc que c'est à ce niveau-là qu'il faut regarder. Et une fois que tu passes à haute intensité, tu vas avoir tellement d'ADP du fait de la haute intensité et du fait que tes mitochondries n'ont plus la capacité de recycler autant d'ADP assez rapidement. Tu vas activer la glycolyse, tu vas du coup réguler à la baisse la lipolyse et la bêta-oxydation, et du coup utiliser moins de graisse. C'est comme ça que je le vois. Est-ce que tu peux en brûler plus après? Potentiellement. Potentiellement, mais ça, je ne suis pas sûr. Ma dernière question serait, que préconises-tu pour une personne sédentaire, voire en surpoids, d'abord commencer par des entraînements de moyenne intensité afin de développer leur capacité mitochondriale et ensuite d'inclure des hits, ou alors de faire directement un mix des deux. Et du coup, de penser des personnes qui ne préconiseraient que des hits. Alors, c'est à double tranchant. Le HIIT, le stimulus d'un entraînement à haute intensité, est un très très gros stimulus. Est-ce que tu peux utiliser ça avec des débutants pour progresser rapidement? Oui. Est-ce que c'est une stratégie intéressante parce que ça te permet de développer avec eux un certain engouement pour l'entraînement, une réaction positive au succès des séances, à une réponse positive à la difficulté des séances, donc peut-être une fidélisation au processus d'entraînement de la personne? Absolument. Est-ce que tu peux surfaire la haute intensité pour un débutant? Absolument. Tu vois, donc je pense que c'est là où il faut trouver le bon équilibre. Est-ce qu'on peut utiliser ce stimulus, cet outil pour développer ces capacités, ces qualités-là? Oui, on peut. Est-ce qu'on peut surfaire ça aussi? Bien sûr. Donc, je pense qu'il faut utiliser les deux. Ce que je préconiserais déjà d'entrée de jeu, c'est 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour. Si tu ne peux pas faire 10 000 pas par jour, est-ce que tu as vraiment mérité d'aller te mettre une cartouche à la salle? Donc pour les personnes qui sont en surpoids ou qui n'ont pas l'habitude d'aller à la salle plusieurs fois par semaine, commence par faire 10 000 pas par jour et ensuite va faire une séance de sport, que ce soit à la salle ou avec ton sport à côté. En complément, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. SW, un professionnel de santé peut-il effectuer des tests lactates sur les sportifs après avoir suivi ta formation? Merci pour ce partage de connaissances. Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la prise de lactate est considérée comme une intervention médicale. Après, donc c'est pas la prise de lactate qui est considérée comme une intervention médicale, c'est le fait de casser la barrière de la peau avec le lancet. Donc, qui est une petite aiguille en fait qui va simplement casser la peau, créer un petit trou pour faire que le sang y sorte, pour que tu puisses échantillonner le sang. Et donc, ce geste-là est un geste médical. Donc, moi, quand je fais les évaluations, c'est l'athlète ou la personne qui va utiliser le lancet pour
faire le petit trou. Et ensuite, moi, je joue l'assistant, en fait. Donc, techniquement, non, c'est pas fait pour tout le monde. Et cette formation n'est pas faite pour que tu l'appliques sur autrui. Elle est faite pour que tu l'appliques à toi-même et que tu apprennes à utiliser tous ces paramètres-là. Donc, voilà comment je vois la chose. Et merci pour ta question. Je te rappelle que le protocole 41 vient d'être lancé ce soir et que tu peux rejoindre les membres fondateurs. Les membres fondateurs, les 20 premiers inscrits et les personnes inscrites dans la première semaine auront accès à un question et réponse exclusif, un question et réponse exclusif jeudi prochain pour les personnes qui se sont inscrites durant la première semaine de la formation. D'ailleurs, on arrive presque aux 20 inscrits pour cette vague de lancement de la formation. Je te rappelle que uniquement les 20 premiers inscrits bénéficient du prix de lancement. Une fois que j'aurai 20 inscrits sur la formation, on passera à 449 francs pour la formation au lieu de 349. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux sauver quelques sous, eh ben, inscris-toi maintenant. Il ne reste plus que quelques places dans ces 20 inscriptions pour bénéficier du prix de lancement de la formation. Dernière petite question de notre même collègue chez Rehab Performance Center. Et si tu as encore une question, toi qui es encore avec moi sur ce live, pose-moi la question dans le chat, s'il te plaît. Et sinon, ça va être ma dernière question. Donc, si tu as encore une question, là, la question, ça va me prendre une petite minute pour la lire. Donc, tu as une petite minute pour écrire ta question dans les commentaires avant qu'on termine ce live ensemble. Dernière petite question, on est d'accord que l'utilisation de ces substrats sont à mettre en corrélation avec la performance et non pas avec la capacité du corps à perdre du gras corporel. Et si on est d'accord que pour perdre de la masse grasse, il faut créer un déficit calorique bien se reposer et bien s'hydrater. 100% d'accord avec toi. Le fait d'utiliser des graisses comme substrat énergétique ne veut pas dire que tu vas utiliser des graisses, des réserves de graisse, de tissu adipeux pour ce faire. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les réserves de lipides sont plus développées, bien sûr, chez les athlètes en sport d'endurance, les cyclistes de haut niveau, par exemple. Et ces réserves-là se trouvent adjacentes aux mitochondries. C'est-à-dire que tu as des petites poches non seulement de lipides, mais aussi de glycogène, donc de sucre, qui sont stockées, en gros, entre les fibres musculaires pour y avoir accès plus facilement. Parce que si tu dois, à chaque fois que tu as besoin d'une molécule d'acide gras, que tu dois aller la chercher dans ton tissu adipeux et l'amener là où tu en as besoin, ou aller chercher Alors oui, tu as des réserves on le sait, hein, des réserves de glycogène dans le muscle, des plus grandes dans le foie et dans la circulation sanguine aussi, avec la capacité du corps à recréer du glucose via notamment le cycle de Cori, par exemple, avec le recyclage de lactate. Donc, c'est beaucoup plus simple si tu as tes réserves juste à côté. Et donc, les gens bien entraînés ont des réserves de glycogène et des réserves de lipides juste à côté de leurs fibres musculaires, ce qui est très, très intéressant. Et il semblerait d'ailleurs, si on pousse cette réflexion plus loin, j'ai lu ça dans un papier récemment, qu'il semblerait que les personnes d'un haut niveau de développement métabolique, donc qui ont beaucoup de mitochondries et qui utilisent beaucoup de graisse, et donc qui ont développé ces petites réserves de lipides par adaptation, en fait, irait chercher moins de tissu adipeux comme substrat énergétique pour alimenter cette bêta-oxydation. Après, oui, ces gens, ils s'entraînent 20 fois plus que le commun des mortels. Donc, au final, c'est clair que des graisses, ils vont en utiliser, ils vont en perdre. Mais c'était intéressant dans la réflexion théorique de se dire, ah ben ouais, en fait, s'ils ont des petites pochettes de réserve, ils vont moins aller chercher les autres. Donc, l'un dans l'autre, plus tu es fit, moins tu vas utiliser ton tissu adipeux. Et c'est un raccourci, c'est une simplification, c'est peut-être faux, mais ça me semble cohérent comme réflexion. Et en tout cas, c'est ce que j'ai pu trouver dans cette étude que je viens de mentionner. Quelle est selon toi je continue la question. Quelle est selon toi la méthode d'entraînement qui aurait une tendance à créer une dépense calorique conséquente pour parvenir à perdre du gras? Plutôt moyenne intensité long terme ou haute intensité court terme ou une nouvelle fois un mix des deux? Un mix des deux, tu as besoin des deux. Je suis le premier à parler de la zone 2, je suis le premier à te parler de l'intensité aussi. Donc fais un bloc d'entraînement basse intensité, haute intensité, fais un bloc d'entraînement domaine modéré, domaine élevé et continue à développer tes qualités sur le spectre, tout au long du spectre de puissance afin de continuer à développer
tes capacités et augmenter ce déficit calorique, ou alors, on va dire, contribuer à ce déficit calorique parce qu'il devrait être mis en place principalement via une approche de gestion de la nutrition et des apports caloriques et non pas une surcharge infinie des heures d'entraînement pour y arriver. On a deux, trois questions qui sont apparues dans le chat, c'est parfait. Gianni, réunion entre coachs à venir. On a un entre coachs qui arrive le 4 juin prochain. Ça va se faire à Mi, si je ne me trompe pas, entre Genève et Nyon, ici en Suisse, organisé par nos amis chez Find. Alors, j'espère qu'ils l'ont déjà annoncé, parce que si ce n'est pas le cas, je viens d'annoncer en live. 4 juin prochain, j'y serai. Et ma femme aussi d'ailleurs. Et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous tous. Donc, si tu veux venir développer tes connaissances et tes compétences, tes compétences, tes compétences entre coachs, tes compétences entre coachs, on va y arriver, sur tout ce qui est du développement business, marketing, développement d'entreprise, entrepreneuriat, communication, vente, etc. Viens nous rejoindre à Entre Coach. Entre Coach le 4 juin prochain. Tu trouveras plus d'infos sur la page de Find, Fiind, sur Instagram avec Flora et Thomas. Damien qui nous dit un test de lactate le matin avant l'entraînement peut-il être un indicateur de forme performance? C'est une idée, pas eu d'infos là-dessus, merci. Alors très bon instinct, va lire le manuel d'entraînement de Niels van der Poel, il en parle. Il parle de comment il utilise ce lactate, non pas avant, mais durant les séances de type seuil, notamment, qui du coup vont éliciter une réponse de lactate stable, donc voilà, et des valeurs de lactate qui vont être stables, en tout cas dans la théorie, et qui te permettent de gérer cette intensité. Et qui te permettent aussi, si tu connais très très bien tes chiffres et que tu as un entraînement qui est très régulier, très routinier et que tu as un cadre de vie autour de ces entraînements qui est extrêmement bien coordonné et bien contrôlé et bien constant dans la durée, tu vas pouvoir utiliser ces mesures pour informer tes prises de décision sur l'état du jour. Je ferai le HRV le matin comme valeur au repos. Je ferai un échauffement standardisé sur le vélo, par exemple, pour quantifier la réponse cardiaque. C'est des choses qui sont faites en cyclisme à haut niveau, tu peux aller investiguer ça. Et après, si tu veux aller jusque-là, tu peux réguler ou checker ton intensité ou ta réponse physiologique. Ou ta réponse physiologique durant l'entraînement. Donc c'est comme ça que je le ferai. Une évaluation juste avant, ça n'a pas de sens pour moi. Va t'entraîner, regarde ce que le corps fait, et si tu comprends bien ton corps et comment il évolue et comment il répond, s'il est fatigué, s'il est en forme, selon les entraînements, selon tout ce qui va autour, tu vas pouvoir prendre des décisions intéressantes là-dessus. Donc voilà pour la réponse. Gianni, trop intéressante ta question, Damien. Ouais, moi j'ai trouvé aussi. Et après, voilà, je pense que est-ce que tu as besoin de le faire? Non, tu n'as pas besoin de le faire. Et si tu ne contrôles pas tous ces autres paramètres, c'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que d'aller mesurer ton lactate durant une séance alors que tu dors pas, tu manges n'importe comment et tes entraînements sont mal planifiés, ça sert à rien. Voilà, c'est là où je voulais être clair. De rien, Damien. Et Gianni, je vois que tu n'es pas dispo le 4 juin, donc je suis désolé de l'entendre. À voir si le contenu sera disponible en digital après. Il faut que je demande à Flora. En tout cas, quoi qu'il arrive, on arrive à la fin de ce petit échange, de cette petite séance de questions-réponses qui a duré 2 heures. On y est, 1h55. Donc, un énorme merci à tous ceux et celles qui ont participé. Un énorme merci à tous ceux et celles qui ont contribué des questions, que ce soit dans le chat ou dans la liste de questions que j'avais déjà avant. Je suis désolé pour ceux qui m'ont récemment posé des questions. Si je t'ai pas répondu, c'est que j'avais toutes les autres questions auxquelles je devais répondre en priorité. Mais je viendrai bien sûr à tes questions lors de ma prochaine séance de questions et réponses. Je te rappelle que tu retrouveras l'enregistrement de cette question-réponse sur YouTube et également sur la chaîne podcast en version audio, certainement découpée en deux, partie 1, partie 2. Donc voilà, merci encore pour ton soutien. Merci pour ta participation. Je me réjouis de te voir prochainement et je te dis je te dis une bonne soirée. Ouais, je te dis une bonne soirée, je te souhaite une bonne soirée surtout. Allez, prends soin de toi